Faire une petite présentation du déroulement aujourd'hui. Donc, je suis Muriel Maffesoli, directrice de l'ORIV, et donc nous avons un financement, de la DRETS Grand Est, et chaque, mois, nous présentons un séminaire thématique et effectivement, aujourd'hui, le choix a été, de porter sur la question de la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés. Donc, je vais tout de suite présenter quelques éléments très rapidement sur cet enjeu de la question de la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés. Bien évidemment, on va revenir sur ces points avec les interventions des uns et des autres, mais c'est juste un petit cadrage général avant de démarrer. Le cadre légal me paraît important à rappeler. L'école est un droit pour tous les enfants résidant sur le territoire national, quelle que soit leur nationalité, leur statut migratoire ou leur parcours antérieur. Ça, c'est le cadre en tant que tel. Et du coup, effectivement, ça a un impact sur l'obligation d'accueil dans les écoles et les établissements qui s'applique de la même façon pour les élèves allophones nouvellement arrivés en France que pour les autres élèves. Vous, comme je le disais, je vous adresserai le support dont vous pourrez avoir accès à un certain nombre d'éléments. Le cadre légal renvoie à deux circulaires, une de 2002 qui porte sur les modalités d'inscription en tant que telles, et une circulaire de 2012 qui réaffirme les principes mis en œuvre par l'école quant à l'organisation de la scolarité des élèves allophones nouvellement arrivés. On y reviendra tout à l'heure, notamment par la présentation des deux personnes du CASNAB, qui présentera effectivement ce cadre en particulier. Ce qui me semble important, c'est que les enfants et les élèves qui sont nouvellement arrivés, allophones, en fait, renvoient à la fois ce dispositif spécifique sur lequel on va revenir, mais qui s'inscrit dans un parcours d'apprentissage à la fois une dimension relativement spécifique, mais très vite sur les parcours ordinaires, mais aussi ces élèves, parce qu'ils arrivent sur certains territoires, ils bénéficient également de ce qu'on appelle l'éducation prioritaire. Et du coup, ça nous semblait important à la fois de présenter l'éducation prioritaire et à la fois le dispositif particulier pour la prise en compte des élèves allophones nouvellement arrivés. Peut-être préciser de quel public on parle quand on parle d'un élève allophone. C'est donc un élève nouvellement arrivé en France et parlant j'ai oublié un morceau de la phrase, pardon. Nouvellement arrivé et parlant, voire d'autres langues que le français en tant que tel. Donc des difficultés de maîtrise de la langue. La dénomination de l'élève allophone nouvellement arrivé a beaucoup changé dans le temps. Pendant longtemps, on parlait de primo-arrivants ou d'élèves primo-arrivants. Après, on a parlé d'élèves nouvellement arrivés. Après, élèves nouvellement arrivés en France. Depuis 2012, sauf erreur de ma part, on parle d'élèves allophones nouvellement arrivés, EANA. Il s'agit donc de jeunes de moins de 18 ans arrivés en France depuis peu. Certains peuvent parler français ou pas, peu importe, mais certains sont allés à l'école, d'autres jamais ou peu. Donc on peut avoir des réalités très différentes, ce qui fait d'ailleurs que les parcours sont pas tout à fait les mêmes et on y reviendra en particulier. Grosso modo, ces jeunes peuvent être des expatriés venus avec leur famille, des jeunes seuls, ce sont des mineurs non accompagnés, voilà, on parlait avant de mineurs isolés. Ce sont des jeunes en France dans le cadre d'un regroupement ou d'un rapprochement familial. Ça peut être des élèves ou des enfants avec leurs parents suite à des migrations économiques et ou politiques, quel que soit le statut des parents sur le territoire. Et j'insiste sur ce point parce que effectivement, c'est une des difficultés auxquelles on va être confronté pour mesurer le public en tant que tel et anticiper entre guillemets, ces publics.
et bien évidemment des mineurs arrivés en France dans le cadre d'une procédure d'adoption également. Donc on voit bien que hem, cette définition, est très large on est confronté très souvent à une difficulté pour mesurer de quel public on parle, puisqu'effectivement, on ne peut pas anticiper, les publics qui arrivent, puisqu'ils sont issus, de différents parcours de vie, et des réalités très, différentes en tant que telles. J'ai essayé, de mettre en avant quelques données, statistiques en tant que telles pour qu'on comprenne de quoi on parle quand on parle de jeunes, de moins de 18 ans. Je rappelle, ce qui va nous intéresser, c'est le public de moins de 18 ans. Vous le savez, pour ceux qui suivent ces séminaires, tous les mois, on s'appuie notamment sur des données disponibles par l'Office français de l'immigration et de l'intégration relatives aux signataires du contrat d'intégration républicaine. Donc les personnes primo-arrivants, qui sont de moins de 5 ans sur le territoire sont signataires d'un contrat, d'intégration républicaine. Heu En 2024, on a eu 7 522 signataires du contrat d'intégration républicaine. Si je prends la répartition par âge, on peut regarder que les 16-18 ans ne représentent que 4 des signataires du CIR, avec 327 personnes en 2024, avec une partie très majoritaire d'hommes par rapport aux femmes. Mais ce chiffre, ne rend pas compte la réalité, des moins de 18 ans parmi les signataires du CIR, puisqu'en fait, les signataires du CIR, normalement, sont signés à partir de la majorité, sauf pour certains qui sont, au niveau, vont, signer un contrat pour pouvoir, travailler, avoir un apprentissage, et cetera. Donc les 16-18 ans ne représentent qu'une toute petite partie en tant que telle et en l'état actuel des choses, nous n'avons pas les données disponibles sur les compositions familiales. Il faudrait que je revoie avec les directions territoriales de l'OFII pour voir si on pourrait avoir une donnée, plus fine. Deuxième élément, je m'étais dit que c'était intéressant de regarder parmi les populations immigrées. Je rappelle que les personnes immigrées, ce sont les personnes nées étrangers et qui sont nées étrangères à l'étranger, qui sont arrivées en France, qui peuvent avoir obtenu la nationalité française ou pas, mais donc quelqu'un qui vient de l'étranger, hein. Et donc j'ai regardé un petit peu les dernières, données les plus récentes. Alors j'ai fait une erreur parce que c'est pas du recensement de la population 2020, mais du 2021. Il faudrait que je le modifie, désolée. Mais à tous les cas, quand on regarde parmi la population immigrée, les moins de 15 ans, on n'a pas les moins de 18 ans, on a les moins de 15 ans et les 16-25-24 ans. Donc pour les moins de 15 ans, en fait, 6,7 de la population immigrée ont sont seulement moins de 15 ans. C'est un taux très faible parmi la population immigrée, puisque le taux dans les non-immigrés, donc les Français, les autres, enfin tous ceux qui sont nés sur le territoire français en tant que tel, en fait, c'est 17,8. Souvent, en fait, on a une représentation qu'on a beaucoup de jeunes et d'enfants qui arrivent. Je tiens à préciser quand même que le taux parmi les non-immigrés est beaucoup plus important des moins de 15 ans, donc 17,8. Bien évidemment, ce taux diffère selon les pays. Parmi les immigrés hors Union européenne, ce taux est encore plus bas puisqu'il est de 5,6 et il est particulièrement important pour les personnes qui arrivent notamment du Maghreb. Donc je voulais le préciser. Dernier point, une donnée, nationale, de l'éducation nationale qui précise qu'à la rentrée scolaire 2022-2023, on comptait, 89 500 élèves allophones nouvellement arrivés en France. Donc, avec une augmentation en une seule année de plus de 12 000 élèves en tant que tels. Donc une augmentation assez importante sur, les dernières années. Et à titre illustratif, pour ce qui est de l'entrée 2023, la rentrée scolaire 2023,
2024, sur l'Académie de Strasbourg, on a pu comptabiliser 2820 élèves parmi les 125 unités pédagogiques. Voilà, désolée, quelques petits chiffres, je vous ai peut-être un peu perdu, mais ça me semblait important de rappeler quand même de quoi on parle en tant que tel. Si je ne me trompe pas, madame, Jacques et monsieur Cassed vont revenir un peu sur ces chiffres également. Dernier élément, avant de rentrer, plus particulièrement sur telle ou telle approche, un dernier point, il y a un enjeu majeur pour cette question, la scolarisation des enfants, allophones. C'est la question de l'information et de la communication, et ça me paraissait d'autant plus important dans cette matinée, pardon, pour pouvoir effectivement être au fait de un petit peu comment ça fonctionne et les ressources qui sont disponibles, hein. Et donc, effectivement, sur le site de l'Éducation nationale, vous allez retrouver un certain nombre d'éléments. Le livre d'accueil en bilingue, qui permet d'être un outil d'information et de communication qui s'adresse aux parents, mais aussi aux élèves en tant que tels. Vous avez bien évidemment des lieux ressources et des personnes ressources avec les CASNAV sur lesquels on va plus particulièrement faire un zoom en particulier. Et comme je le disais précédemment, le dispositif Ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants, l'OEPRE, qui est un dispositif qui est un programme de formation destiné aux parents, à la fois de l'apprentissage du français et de la connaissance du système scolaire et de la découverte de la société française. On y reviendra en particulier. Voilà, je voulais faire une présentation générale pour comprendre après comment on a construit les contenus. Du coup, je vais tout de suite passer la parole du coup à Raphaël Verlet et je le remercie d'avance du temps qu'il nous donne pour pouvoir présenter effectivement l'éducation prioritaire. Bonjour à toutes et à tous. Merci Muriel pour cette invitation et cette occasion de présenter alors de manière assez rapide. J'ai 20 minutes, questions-réponses comprises, parler d'éducation prioritaire en 20 minutes. On peut prendre, pas de problème, hein. Faut pas Voilà, hésiter, hein. c'est rapide. Il a fallu que j'effectue des choix. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, voilà, c'est déjà de voir l'éducation prioritaire, que c'est son grand objectif, hein. Il y a une réforme, la dernière réforme date de 2015, on va y revenir juste après. Voilà, la politique d'éducation prioritaire vise à réduire les écarts de réussite, et c'est important ça, entre les élèves scolarisés en éducation prioritaire et ceux qui ne le sont pas. Donc, on est bien sur une politique qui vise à réduire les écarts, hein, aux évaluations nationales, parce qu'on travaille sur des évaluations nationales, entre les élèves qui ne sont pas en éducation prioritaire et ceux qui le sont, avec même un objectif chiffré très ambitieux qui était de réduire à moins de 10 points les résultats. C'est-à-dire là où des élèves sur une compétence donnée en CP réussissent à 70%, eh ben, en éducation prioritaire, il faut qu'on fasse au moins 60%. Voilà. On peut passer la diapo suivante. Voilà. Donc là, je voulais juste remettre un petit peu le cadre général de l'éducation nationale dans lequel s'inscrit la politique de l'éducation prioritaire. C'est l'article L111-1 du Code de l'éducation nationale. Et vous allez voir que toute l'éducation prioritaire tient en fait dans ses objectifs généraux. Donc, l'école, l'éducation nationale, sur toute la scolarité obligatoire et le supérieur, c'est donc contribuer à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales. Donc là, on voit bien que lutter contre les inégalités sociales et territoriales, on parle effectivement des quartiers où se situe l'éducation prioritaire, donc les quartiers politiques de la ville. Tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. C'est important
Ça veut dire que quel que soit le milieu, quelle que soit la famille dans laquelle vit un enfant, quelles que soient les difficultés qu'il peut rencontrer, il est capable d'apprendre, il est capable de progresser. Et là, on parle bien de pédagogie, forcément, et de façon différenciée d'aborder les apprentissages pour ces élèves. Veiller à l'inclusion de tous les enfants. Bah, aujourd'hui, c'est une journée ou un webinaire dédié à l'intégration des élèves allophones. On parle bien d'eux, on parle aussi de tous les élèves à besoins éducatifs particuliers. On parle des élèves qui ont un handicap, mais pas forcément. Voilà, tous les élèves sont inclus dans nos classes. Veiller à la mixité sociale des publics scolarisés, c'est un peu plus difficile parce que là, on n'a pas complètement la main, on est tributaire de l'aménagement du territoire, mais on pourra voir après qu'on a quand même quelques outils à notre disposition pour essayer d'améliorer cette mixité sociale dans les établissements. Assurer la participation des parents. Alors c'est vrai, j'ai fait quelques réunions les derniers temps où il y avait des familles, la, les familles, la place des familles à l'école est compliquée, pourtant ça fait depuis les années 80 que Mmh. voilà, leur participation est affirmée, réaffirmée plusieurs fois dans les textes et que les parents ont toute leur place à l'école. Mais voilà, là, on est héritier d'une histoire compliquée entre l'école et la famille. Mais il y a des choses qui avancent dans le bon sens. Et enfin, et on le retrouvera aussi tout à l'heure, coopérer avec tous les acteurs de la communauté éducative. Voilà. Tous les acteurs de la communauté éducative, bon, il y a déjà les parents, on l'a vu le point précédent, mais ensuite, c'est vraiment inscrire l'école dans son environnement. Et on collabore avec, évidemment, bah, tous les personnels qui sont dans les établissements scolaires, écoles, collèges, lycées, mais aussi avec ben, tous les partenaires extérieurs qu'on peut avoir. Là, dans les quartiers en éducation prioritaire, des acteurs, il y en a plein, notamment, et ils sont très importants, les centres socioculturels ou les associations qui interviennent, par exemple, dans le cadre du contrat local d'accompagnement à la scolarité. Voilà. Voilà, donc ça, c'était vraiment le cadre général. On peut passer la diapo suivante. Alors, juste, je voulais faire un petit rappel historique parce que cette politique de l'éducation prioritaire, elle date pas d'il y a quelques années, elle date Mmh. de 1982. 1982, je suis allé me renseigner un petit peu pourquoi 1982, parce qu'en 1977, il y a eu la loi Abi qui bah, a généré le collège unique, donc avec un afflux très important d'élèves qui, jusque-là, bah, n'accédaient pas à l'enseignement secondaire. Donc, partaient voilà, travailler, passer un examen en fin d'école primaire et qui bah, décidaient en gros de leur avenir. 1977, les élèves vont tous au collège avec bah, toutes les problématiques que ça apporte. Et on s'est rendu compte, quelques années plus tard, au tout début des années 80, qu'il y avait des secteurs, des endroits où ben, il y avait vraiment des grosses difficultés et où les élèves rencontraient, enfin, avaient voilà, de gros retards dans les Mmh. apprentissages. Et il y a eu une étude sociologique pour trouver les raisons. Et donc, on s'est rendu compte que c'était des quartiers où se concentraient voilà, les difficultés sociales et scolaires. En gros, c'était les ancêtres des QPV, je dirais. Et donc là, Mmh. on s'est dit qu'il fallait mettre en place une politique particulière. Et cette politique, c'est les premières politiques d'éducation prioritaire, et donc qui ont visé la mise en place dans les territoires où il y avait cette ségrégation sociale intense, hein, et donc qui a aggravé eh ben, les obstacles que les enfants des milieux populaires rencontrent dans leur scolarité. Et donc cette politique, elle vise à contrer les effets d'une absence de mixité sociale. On en a parlé un petit peu plus tôt. Hein, l'objectif, c'est la mixité sociale et dont le rétablissement ou la préservation de cette mixité est un objectif crucial
pour l'ensemble du système. Voilà. Donc là, on est parti vraiment de l'éducation prioritaire pour l'intégrer dans les objectifs généraux de l'éducation nationale. L'absence de mixité sociale dans le milieu scolaire. On entend beaucoup parler du privé aujourd'hui, ben, c'est Mmh. de l'entrisme. Voilà, on se retrouve entre soi. Eh ben, on a l'effet opposé dans certains quartiers où il n'y a absolument aucune mixité sociale, mais dans l'autre sens. Et là, on rencontre et on accumule toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Sans mixité sociale, c'est difficile de faire progresser un élève. Donc, une série de réformes. Donc, la première, entrée 82, on est à 10% des collégiens qui sont concernés par l'éducation prioritaire. Il y en a une suivante en 1999, 20% des collégiens, et vous voyez qu'on va rester sur cette même proportion jusqu'à aujourd'hui, avec voilà, une succession hein, voilà, de relances, de nouveaux réseaux qui ont été créés, des moyens supplémentaires, des façons de piloter, des primes pour les enseignants, voilà, jusqu'à rentrée 2015, la refondation de l'éducation prioritaire, 1095 collèges. Vous voyez, depuis 1999, c'est à peu près stable, et la création de deux types de réseaux. Et c'est important le mot réseau, donc les réseaux d'éducation prioritaire ou les réseaux d'éducation prioritaire renforcés. Précédemment, on parlait de ZEP, si vous vous souvenez, et c'était des zones d'éducation prioritaire. Et zone, c'est pas pareil que réseau. La zone, on est sur un territoire, on met des moyens et chaque école, chaque établissement travaille voilà, plus ou moins bien ensemble, mais ce n'est pas forcément une obligation. Il y a une dynamique, évidemment, travailler ensemble, mais ce n'est pas une obligation. À partir de 2015, on fonctionne en réseau. Et là, on peut passer sur la diapositive supplémentaire suivante. Et donc, Ah, une carte des réseaux, donc des réseaux qui sont composés de la manière suivante, c'est toujours un mmh, collège qui est tête de réseau, et ensuite les écoles situées en QPV ou à proximité du QPV qui alimentent le collège. Ça veut dire qu'il y a des écoles qui peuvent être hors QPV, mais qui alimentent le collège et qui ne seront pas en éducation prioritaire. Ça crée des petits soucis, notamment dans la liaison entre l'école et le collège. Mais bien évidemment, il faut faire un choix et l'éducation prioritaire, voilà, la carte, en tout cas de l'éducation prioritaire, colle à celle des QPV, quand celle des QPV ne colle pas forcément à celle de l'éducation prioritaire. Voilà. C'est l'histoire du carré, du rectangle ou du carré, du losange. Voilà. Donc, deux réseaux, 352 REP+, qui cumulent les plus grandes concentrations des difficultés. Voilà, notamment les difficultés sociales, les difficultés financières, voilà, enfin, on les accumule les unes sur les autres. Et 724 réseaux d'éducation prioritaire, la part renforcée, qui sont plus mixtes socialement. Plus mixte socialement, comment est-ce qu'on mesure ça? On s'appuie sur un indice qui est l'indice de position sociale. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Très rapidement faire une toute petite explication. C'est un indice assez complexe hein, qui prend beaucoup de données en considération, mais le principal, c'est la catégorie socio-professionnelle des parents, des deux parents. Euh, on part tout en bas d'une personne qui est sans emploi et la catégorie socio-professionnelle la plus élevée, il me semble que c'est ingénieur. Voilà. mmh, Et ensuite, eh ben, pour chaque parent, eh ben, en fait, on affecte un coefficient, un score à chaque catégorie socio-professionnelle et on fait la moyenne. Voilà. Donc, pour un enfant, je veux dire, l'IPS le plus bas se situe à un petit peu plus de 30. C'est une mère de famille, famille monoparentale et qui n'a pas d'emploi. On est à 35, 36, quelque chose comme ça. mmh, L'IPS le plus haut, on est à plus de 170.
c'est le père est ingénieur, c'est important ça, l'ordre, hein. Le père est ingénieur et la mère est enseignante. Et là, on est à 175, 176, enfin c'est assez élevé. Pourquoi je disais que c'était important l'ordre? Parce que si on fait l'inverse, une mère ingénieure et un père enseignant, eh ben, c'est Ben, légèrement plus bas. Voilà. Je disais que c'était complexe parce que pour l'instant, voilà, et on en dira ce qu'on veut en dire, mais l'éducation ou l'impact de l'éducation par la mère étant plus importante que celle du père et que les enseignants apportant de la culture, du suivi scolaire, etc., eh ben forcément, on a un IPS plus haut quand c'est la mère qui est enseignante. Bref, je ne vais pas m'étendre sur la question parce que je pourrais y rester encore pendant longtemps. La différence entre les REP plus et les REP, c'est important aussi parce que ça apporte des moyens qui sont différents, notamment au niveau des enseignants. Je vous ai dit tout à l'heure que l'objectif, c'était de réduire les écarts. On est sur un public qui concentre les difficultés. Donc, il faut transformer la pédagogie, transformer les gestes professionnels. C'est vraiment tout le sens de cette réforme de 2015. C'est une réforme qui est pédagogique. Et donc, pour inciter les enseignants à travailler ensemble et à revoir leurs gestes professionnels, en fait, on a instauré un système de pondération. Le service des enseignants, je prends dans le second degré, 18 heures devant élèves. Donc, chaque fois qu'ils font 1 heure devant élève, ça leur compte comme 1,1 heure. Donc, ça leur dégage toutes les semaines 1 heure et demie, multiplié par les 36 semaines. Dans le premier degré, on ne calcule pas comme ça. Les enseignants, ils ont 18 demi-journées. Et ces 18 demi-journées, comptées dans leur temps de travail, mais pas face aux élèves, va leur servir à 3 choses. À des temps de formation. Et au départ, on faisait 3-4 jours, en tout cas nous, dans le Bas-Rhin, c'était 3-4 jours de formation pour les enseignants du premier degré. Je parle du premier degré parce que le système du second degré est légèrement différent. C'était du temps de travail sur des projets en lien avec le projet de réseau ou le projet d'école. Et c'était une partie du temps aussi qui était dédiée à la relation avec les familles, parce qu'il y a besoin de plus de temps avec les familles en éducation prioritaire. Voilà. Et donc ces formations ont permis vraiment un saut qualitatif, et ce qui fait que on le voit dans certaines évaluations en REP+, eh ben, on réussit mieux qu'en REP, et la différence entre les deux, c'est la formation. Voilà, quand on a entre 18 et 24 heures de formation annuelle supplémentaire, ça joue énormément, hein, vraiment. Voilà. On peut passer à la dia suivante parce que je vois que le, le temps Non, ça va, avance. il y a pas de problème, hein, en fait, Alors, tout va bien. Ouais, un réseau d'éducation prioritaire, bah forcément, il y a des instances de pilotage à 3 niveaux, on va dire. Un comité de pilotage, donc qui s'appuie sur un projet de réseau. Ce comité de pilotage, il est composé du principal ou de la principale du collège, tête de réseau, de l'inspecteur de l'éducation nationale, donc du premier degré, d'un IAIPR, alors c'est inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, c'est les inspecteurs pédagogiques du second degré, qui est référent pour ce réseau-là, et coordonnateur de réseau, qui bah, lui fait l'interface entre l'éducation nationale et tous les acteurs de territoire, ainsi que les directions d'école et les partenaires. Il y a des réseaux qui font intervenir des partenaires dans leur comité de pilotage. Ça, c'est le premier niveau. Le comité de pilotage, on est vraiment dans le pilotage stratégique. Ensuite, il y a le conseil école-collège. On va retrouver les mêmes personnes, mais des enseignants aussi, parce que, je le rappelle, c'est une réforme pédagogique. Si on veut que les enseignants s'emparent des enjeux du réseau, il faut bien qu'à un moment ou un autre, ils aient la main sur ce qui se passe. Et donc, c'est un espace de réflexion pédagogique, de décision, d'action qui vont pouvoir avoir lieu dans les écoles, dans l'interdegré, dans l'interécole aussi. Et enfin, eh ben, il y a toutes les instances qui existent habituellement dans n'importe quelle école ou collège de France, les conseils d'école, le conseil d'administration au collège, les conseils de cycle,
Cycle 1, c'est la maternelle. Cycle 2, CP, CE1, CE2. Cycle 3, CM1, CM2, sixième. Et cycle 4, fin du collège, les dialogues de gestion, enfin bref, les conseils pédagogiques, voilà. Mais tout ça, voilà, c'est piloté. C'est-à-dire, il y a un gros chapeau, c'est le comité de pilotage du réseau d'éducation prioritaire. Voilà. Et là, c'est pareil, on va trouver des variantes selon les réseaux, voilà, selon les dynamiques interpersonnelles, selon beaucoup de choses. Diapositive suivante. Ah, mais alors, quelques dispositifs particuliers. Les classes, j'ai oublié des mots, moi. Non, c'est bon, ils sont à la fin. Les classes de grande section de CP et de CE1 sont à effectif réduit. Au départ, on parlait de classes dédoublées. Et donc Mmh. ça, c'était la volonté de M. Blanquer, qui avait supprimé un dispositif précédent qui s'appelait plus de maîtres que de classes. C'était un enseignant supplémentaire dans l'école et qui travaillait avec ses collègues de CP et de CE1. Il a supprimé ce dispositif pour mettre les classes dédoublées, parce qu'au départ, on divisait par deux. Voilà, un certain nombre de mesures budgétaires ont fait qu'on n'est plus divisé par deux, mais c'est des effectifs qui se situent entre 12 et 15 élèves normalement. Et donc, c'est des conditions d'apprentissage qui sont forcément différentes. Donc, c'est une pédagogie qui est différente. Donc, c'est des formations spécifiques pour les enseignants pour que dès la grande section, là où s'installent les premiers, non pas les premiers, mais les apprentissages sur le lire, écrire, compter s'installent, on permette aux élèves d'apprendre dans de meilleures conditions, c'est-à-dire en étant moins nombreux en classe. Devoir fait, ce n'est pas un dispositif spécifique à l'éducation prioritaire, mais c'est un dispositif qui est pris en compte de manière particulière. Donc, c'est au collège, particulièrement réfléchir aussi sur tout ce qui est la façon de faire ses Mmh. devoirs, l'organisation, la méthodologie, les cordées de la réussite. Voilà, il y en a beaucoup en éducation prioritaire. Ce n'est pas réservé à l'éducation prioritaire, mais il y en a beaucoup. On en trouve aussi dans la ruralité. École ouverte. École ouverte, on ouvre l'établissement pendant les vacances. Donc là, c'est pareil, il y a une inflexion très forte dans les réseaux d'éducation prioritaire parce qu'on sait qu'il y a un enjeu sur la poursuite d'une sorte de forme scolaire pendant les vacances. Je veux dire, les élèves, vaut mieux qu'ils soient au collège plutôt que dehors, et ça leur permet d'avoir sur 5 matinées du travail scolaire le matin, de remédiation en général, et puis de l'ouverture culturelle, sportive l'après-midi. Et les internats d'excellence, là c'est pareil, c'est pas spécifique à l'éducation prioritaire. En revanche, voilà, on va essayer de repérer quels sont les élèves qui peuvent bénéficier de cet internat d'excellence. Donc, c'est des élèves brillants ou de très bons élèves qui n'ont pas forcément les conditions d'apprentissage chez eux et on peut leur proposer d'aller dans un autre lycée et d'être en internat. Et voilà Peut-être, Oui, peut-être que, parce que c'est vrai que j'y ai pas pensé, quand j'ai regardé, on pourrait, aussi évoquer, le programme de réussite éducative, les PRE, et puis, la question, des cités éducatives, même si les cités éducatives ne sont ouais. pas un dispositif, mais je trouve que Non. ce serait peut-être en dire un petit mot? Alors, c'est vrai que je n'avais pas pensé au PRE, mais c'est vrai qu'on pourrait le rajouter dans le diapo. Programme de réussite éducative, c'est un programme qui est porté par la politique de la ville dans les QPV et donc forcément sur l'éducation prioritaire. Dans le Bas-Rhin, ça veut dire que toute l'éducation prioritaire de l'Eurométropole de Strasbourg est couverte par un programme de réussite éducative qui en général est porté par une caisse des écoles. En tout cas, sur l'Eurométropole, c'est comme ça, qui est un organisme indépendant rattaché aux communes et qui permet de prendre en charge de manière individuelle ou collective, ça dépend des PRE, des élèves qui ont des difficultés croisées. Donc, ce n'est pas forcément des difficultés scolaires. On le voit souvent parce qu'il y a des difficultés scolaires, Mmh.
mais ça va être croisé avec des difficultés familiales, des difficultés sociales, des difficultés financières. Et dans une équipe pluridisciplinaire, en général prévention spécialisée, assistante sociale, éducation nationale, on va chercher quel va être l'accompagnement de la famille et de l'enfant la plus efficace possible pour que, in fine, la situation s'améliore et que, indirectement, après, les résultats scolaires aussi s'améliorent. Voilà. C'est vrai que une évaluation qui a été faite du programme de réussite Mhm. éducative sur la ville de Strasbourg a montré qu'effectivement, il y a une surreprésentation, des familles, d'immigrés, parmi, les Et ouais, programmes de réussite éducative. C'est pour ça que je faisais le lien, non pas pour dire que, voilà, c'est pas qu'une ques un enjeu de résultats scolaires. C'est vraiment, non, non, la prise en compte globale et c'est intéressant qu'on puisse l'évoquer, on est aussi sur des questions de méthode, pédagogique, et de parcours, d'accompagnement et cetera, en tant que tel, hein, avec, comme vous le disiez aussi, le travail de l'ensemble des acteurs ensemble. c'est ça. Ouais, ouais. D'où le lien avec les cités éducatives, pour le coup. Et le lien avec les cités éducatives, alors là, je vais être très rapide. La cité éducative, ce n'est pas un dispositif supplémentaire. Mmh, Voilà. Dans les faits, on rajoute quand même une sorte de couche. C'est vraiment comment est-ce qu'on met en synergie l'ensemble des partenaires sur un territoire. Sur Strasbourg, il y a 2 cités éducatives. Ça représente 6 QPV, mmh, 4 d'un côté, 2 de l'autre. C'est avec le premier axe de la cité éducative, c'est renforcer la place de l'école quand même, mais c'est ciblé 0-25 ans. Donc on est mmh. de la petite enfance, la scolarité obligatoire, et ensuite il y a toutes les questions aussi d'orientation, d'intégration dans le milieu professionnel. Et c'est piloté par alors maintenant, nous, on parle d'un quatuor dans le Bas-Rhin. Donc, c'est la préfecture, l'éducation nationale, la commune et la collectivité européenne d'Alsace. Mmh, Voilà, le conseil départemental pour ceux qui ne sont pas en Alsace. mmh. Voilà. Et donc, il y a un budget qui est dédié, et puis voilà, des mises en place d'actions en fonction, là, de la même façon, d'un projet, pour simplifier, de cité éducative. Donc, quand on est en éducation prioritaire, il faut se mettre à la place d'un enseignant, premier ou second degré. Il a un projet d'établissement, projet d'école ou projet de collège. Il va avoir un projet de réseau d'éducation prioritaire. Et après, il peut encore avoir un projet de cité éducative et il va falloir qu'il s'inscrive là-dedans. Sachant que dans l'idéal, ben, chacun se répond, se complète, hein. Idéalement, effectivement, c'est quand même Idéalement, c'est ça, de moins voilà. facile. Donc voilà quelques dispositifs. Diapo suivante. Tout de suite, au moment de la refondation de l'éducation prioritaire, il y a eu une vaste enquête. Val, excusez-moi, juste une Ouais. question qui a été posée. Ah oui. Quelqu'un demande qui est la deuxième cité éducative. Alors, Alors, sauf il y erreur a de voilà, Cronenbourg-Haute-Pierre, parce que voilà. Cronenbourg a intégré la cité à la rentrée, enfin, en janvier 2021. Et l'autre cité éducative, alors C'est la accrochez-vous, première en fait. et c'est la première, voilà, c'est l'historique, c'est Neuhof-Menau, Elzo, Montagne Montagneux, Verte. c'est un Voilà. énorme. C'est énorme. Il y a un QPV, c'est Neuf-Méno, et c'est déjà 2 territoires qui sont différents. Et ensuite, il y a les 2 autres territoires, mais qui sont complètement décrochés. Et c'est Elzo et Montagne Verte. Et encore 2 QPV avec des réalités complètement différentes. Tout à fait. Voilà. D'où une certaine complexité. Donc, le référentiel de l'éducation prioritaire, on peut presque dire que c'est le seul écrit de l'éducation nationale qui s'appuie intégralement sur les pratiques enseignantes. Mmh. Les enseignants ont été sollicités. Je crois qu'il y a eu 2 journées banalisées, c'était en 2014 ou 2015, pour savoir quelles étaient finalement les thématiques importantes qui permettaient de mieux réussir et dans ces thématiques-là, quelles étaient les pratiques efficientes, entre guillemets, les bonnes pratiques. Et donc, il y a 6 piliers.
qui ont été dégagés. Il y a, on va dire, 3 piliers pédagogiques, les 3 premiers: maîtriser, lire, écrire, etc. Conforter une école bienveillante et exigeante, on n'oppose pas les deux. Coopérer avec les parents et les partenaires, on a déjà vu ça un petit peu plus haut. Favoriser le travail collectif, donc là, on est bien sur le travail des enseignants, la formation, etc. Et enfin, l'accompagnement des enseignants et sur le renforçage du pilotage. Voilà, tout ça, on en a parlé. J'ai juste fait 2 petits focus sur 2 axes qui me semblaient entrer pleinement dans la présentation d'aujourd'hui. Ces diapos suivantes. Donc, on est sur garantir l'acquisition du lire, écrire, parler et enseigner plus explicitement. Ça aussi, on en entend beaucoup parler aujourd'hui. On est bien sur un travail qui est interdisciplinaire, on le voit en haut. C'est pour apprendre dans toutes les disciplines, avec un focus sur la langue française. Mmh. Voilà. Travailler les connaissances et les compétences qui donnent lieu à des inégalités. On est sur les savoirs fondamentaux, les mathématiques, notamment le français, on vient d'en parler, les mathématiques, mais aussi tous les autres savoirs, notamment les savoirs culturels, parce qu'on sait que c'est un facteur discriminant. Voilà. Dans une famille où on a accès à la culture et dans une autre famille où on n'y a pas accès, déjà, les chances ne sont pas les mêmes. Mettre en œuvre des stratégies éprouvées, effectivement, il y a des stratégies qui fonctionnent mieux que d'autres. On essaie quand même de respecter la liberté pédagogique des enseignants et expliciter des démarches d'apprentissage. En fait, c'est aller vers l'enseignement explicite ou plus explicite. Ça vient aussi du Canada, de très vieilles études, de très vieilles expérimentations qui montrent Mmh. que quand on permet à des élèves de bien comprendre ce qu'ils font, d'identifier les problèmes, d'identifier dans quelle discipline ils sont, qu'est-ce qu'on attend exactement de quelle procédure appliquer, eh ben, ils ont de meilleurs résultats et qui se rapprochent fortement des autres élèves. Voilà. Et la dernière dia, mettre en place une école qui coopère avec les parents. On en a déjà parlé et ça va faire le lien avec le OPRE de tout à l'heure et avec les partenaires. Donc, on a créé avec les parents des espaces, ce qu'on a appelé des espaces parents. Alors, Mmh. ça fonctionne pas. Voilà, ça a eu le Mmh. mérite d'être tenté. Il y a des endroits où ça fonctionne quand même un petit peu. Mmh. Je ne sais pas si c'est la meilleure façon. Voilà. Et coopérer avec les partenaires, eh ben, c'est le lien avec toutes les associations partenaires. En fait, c'est le lien avec l'environnement des établissements dans un réseau d'éducation prioritaire. Voilà. Et c'est là où le rôle du coordonnateur de réseau, que j'ai été pendant un temps, voilà, est très important et facilite bien les choses et permet aussi, et ça c'est vraiment important, de travailler sur la continuité des différents temps de l'enfant, donc pendant l'année, mais aussi dans sa journée entre le scolaire, le périscolaire. Voilà. Et ça aussi, c'est un gage de, de sécurisation de la journée de l'élève et de sécurisation de son parcours. Voilà, sur les années. Voilà, je vous Peut-être. remercie de m'avoir écouté. Ah bah, merci à vous et donc je propose maintenant, de passer, la parole à Céline Jacques et Omar Cassel, du CASNAV. Du coup, du côté de l'académie de Nancy-Metz, on a aussi essayé de montrer les 3 académies en tant que telles. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Donc oui, comme disait Omar, je vais commencer par une présentation un peu générale et après pour le premier degré et Omar prendra la suite pour le second degré. Donc voilà, nous représentons tous deux le CASNAV, donc qui signifie Centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs. Nous avons donc 2 publics en fait, hein. On est un service du rectorat ciblé sur 2 publics, élèves allophones, mais aussi ce qu'on appelle les EFIV, les enfants de familles voyageurs. Donc nous représentons le CASNAV Nancy-Metz, mais il y a un CASNAV rattaché à chaque académie. Donc il y a le CASNAV Reims, le CASNAV Strasbourg, voilà, chaque Peut-être, académie. juste vous préciser qu'effectivement, j'avais envoyé en amont, tous les mois, on a un document ressources et on a mis, les 3 liens, en tant que tels, pour, bien, que tout le monde puisse y accéder en fonction du lieu, du Grand Est. Voilà, je vous Voilà. remercie.
Nous, sur Nancy-Metz, oui, on est centré sur l'académie et c'est vrai que certains CASNAV, alors je ne sais plus trop sur Reims, mais peuvent avoir aussi des antennes départementales avec des référents départementaux. Donc ça, à voir en fonction des particularités de chaque CASNAV. La particularité aussi de notre CASNAV, c'est que, si vous voyez là sur le petit logo, on est associé au CAREP, donc justement qui fait le lien avec Monsieur Verlet précédemment. Nous avons aussi des formateurs sur l'éducation prioritaire, hein, donc le CAREP. Voilà, donc pour présenter rapidement le CASNAV, nous sommes, donc il y a un responsable, nous sommes des formateurs, il y a des formateurs premier et second degré, donc qui sont soit des permanents, donc comme moi je suis permanente, formatrice permanente premier degré, et des formateurs qui ont des missions comme Monsieur Cassed, qui est enseignant en UPE2A et qui a une mission CASNAV second degré. On intervient à tous les niveaux. En fait, on peut intervenir au niveau académique pour pour tout ce qui est pilotage politique académique de scolarisation des élèves allophones. Pour ce qui est, c'est d'actualité en ce moment, par exemple, l'organisation du DELF scolaire, hein, où on fait partie aussi de la coordination. Voilà, et on intervient donc au niveau académique aussi, tout ce qui est recensement, hein, vous en avez parlé tout à l'heure, recensement du public des EANA. Et puis on intervient voilà, de ce niveau académique au niveau vraiment particulier par rapport aux enseignants, aux conseils aux enseignants, mais aussi, alors principalement aux enseignants, hein, mais on peut avoir aussi affaire à tous les acteurs en milieu associatif notamment, qui peuvent contacter des formateurs pour divers conseils sur l'accompagnement. Alors tout ça pour nous je renvoie pour notre CASNAV à notre site internet. Voilà, comme vous avez dit, vous avez mis les liens. Donc il y a les liens de toutes les personnes à contacter en fonction de leur mission respective. Et puis vraiment le gros de notre action, c'est au niveau de la formation des enseignants de classe ordinaire qui accueillent des élèves allophones, des enseignants UPE2A, au niveau soit local par rapport à des établissements, soit au niveau académique, des formations académiques. Voilà, on agit un peu à différents niveaux dans l'académie. Voilà pour la présentation du... Alors nous avons, c'est une particularité aussi au CASNAV Nancy-Metz, un centre de ressources dans nos locaux au rectorat à Nancy, hein, qui est ouvert aux enseignants, mais aussi aux associations, hein, surtout des ressources pour l'accompagnement des élèves allophones, des EFIV, enfants du voyage, et aussi tout ce qui est éducation prioritaire, hein. On a des ressources qui peuvent être empruntées. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a une professeure documentaliste qui est rattachée au CASNAV. Voilà pour la présentation un petit peu générale du CASNAV. On peut passer à la diapositive suivante. Merci. Donc, je ne reviens pas, hein, vous l'avez présenté en début de séminaire sur la circulaire ou les circulaires, celle de 2002 qui régit la scolarisation des EANA. Alors, je reviens juste sur une petite définition. Là où nous, on fait une petite différence, c'est que nous, dans le cadre d'éducation nationale, on va nommer élèves allophones des élèves qui, bien sûr, qui ont une autre ou des autres langues que le français, hein. La langue de la maison, on va parler maintenant de langue de la maison, est une autre langue que le français, et qui a encore des besoins éducatifs particuliers, c'est-à-dire qui a encore besoin d'adaptation, d'un suivi, d'une attention particulière pour profiter pleinement de tous les apprentissages, en fait, hein. À ce titre, il fait partie de ce qu'on appelle des EBEP, hein, les élèves à besoins éducatifs particuliers. Donc, un élève reste allophone tant qu'il a encore ces besoins-là. Alors là, ce temps est variable, hein, on ne peut pas mettre de durée. Voilà, on dit 2 à 8 ans où il va rester à besoins éducatifs particuliers en fonction de plein de paramètres, hein, notamment de sa scolarisation antérieure, de sa langue
ça va dépendre aussi de la langue, sa langue d'origine, de sa langue de la maison, du projet de la famille. Enfin, il y a plein de paramètres qui font qu'on ne peut pas dire un élève reste allophone 5 ans, 6 ans. Voilà, ça peut être un temps très variable en fonction des situations. Puis après, bon, bah voilà, après, on ne met plus l'étiquette allophone, hein, c'est un élève bilingue, plurilingue, voilà, qui s'inscrit dans la scolarité, qui vit avec son bilinguisme, son plurilinguisme et qui suit comme les autres. Et puis, on va distinguer aussi, parmi ces élèves allophones, en fait, il y a EANA, donc élèves allophones nouvellement arrivés. Et là, on va prendre la date de première scolarisation. Alors, donc faire attention, hein, quand on dit nouvellement arrivé, on entend le terme arrivé en France. Mais bon, il faut être particulier, c'est pour ça on est particulièrement vigilant quand voilà, dans les formations, quand on donne notamment aux chefs d'établissement, aux directeurs d'école dans le premier degré, tous les professeurs, voilà, de connaître la date de première scolarisation en France de ces élèves. Et un EANA est un élève qui est scolarisé en France depuis moins d'1 an. Alors de l'équivalent d'une année, hein, date à date, hein, à tout moment, d'avril à avril, voilà, on est sur une année 12 mois. Et donc, pourquoi on va faire cette distinction, en fait, élève allophone EANA? Puisque, bon, on le verra après, hein, les EANA vont être concernés par le dispositif UPE2A. D'accord? Donc ça, c'est un point important. On en reviendra après, mais voilà, l'UPE2A concerne des élèves scolarisés en France depuis moins d'1 an. On a une tolérance, adaptation du suivi du PE2A, on en reparlera aussi, pour une année supplémentaire pour les élèves allophones qui seraient NSA, non scolarisés antérieurement, qui peuvent avoir un suivi en UPE2A une deuxième année. D'accord, donc le terme NSA, c'est non scolarisé antérieurement pour des élèves qui n'auraient pas été scolarisés dans leur pays d'origine ou par des pays de transition migratoire. Enfin voilà. Donc, mais voilà, il est quand même important de faire cette distinction ENA élèves allophones pour nous, pour les dispositifs de scolarisation. Alors oui, j'ai mis, on estime, comme vous avez dit, hein, d'après les enquêtes d'EP Éducation nationale, nous sur Nancy-Metz, on est à peu près à 3000 EANA, premier et second degré, 3000 élèves sur 2023-2024. Voilà, pour un peu définir un peu le public. Alors, donc moi, on va passer à la diapositive suivante, et donc je vous parle de l'accueil et scolarisation du premier degré, dans le premier degré. Voilà. Alors, j'ai noté à partir de l'école élémentaire, hein, même si le premier degré regroupe maternelle et élémentaire, mais je vais vous montrer les particularités à partir du CP. En fait, pourquoi à partir du CP? Parce qu'en maternelle, en fait, il n'y a pas de dispositif particulier, c'est-à-dire que l'inscription va se faire comme tout élève allophone, francophone, hein, à l'école de secteur en maternelle. Alors, ça ne veut pas dire que dans la scolarisation, voilà, on va dire le bain de langue suffit. Non, c'est pas vrai. Même en maternelle, le bain de langue ne va pas suffire, mais voilà, il va y avoir des conseils, et c'est là que nous, CASNAV, formatrices premier degré, on conseille souvent les enseignants maternels, parce qu'il y a quand même des choses à mettre en place si on a un ENA en maternelle. Mais voilà, le ENA ne va pas être suivi ne va pas être concerné par un dispositif UPE2A en maternelle. Voilà, les maternelles, c'est plus un suivi individualisé qu'on va mettre en place avec notamment des outils bilingues, des albums, des comptines, enfin voilà, tout ce qu'on va mettre en place en maternelle. Donc à partir du CP, l'élève, donc là on est bien sûr, alors c'est pareil, je vous dis ce qui est mis en place en règle générale selon le protocole dans l'académie Nancy-Metz. On peut avoir dans d'autres académies, et là effectivement pour Reims, Strasbourg, là c'est à se rapprocher, on peut avoir d'autres protocoles d'accueil dans le premier degré. Hein, il y a certaines grosses académies, et là je ne connais pas assez bien Reims, Strasbourg pour vous en parler, qui peuvent différer un petit peu. Mais voilà, en règle générale,
à partir des CEP, donc l'élève, l'ENA, va être inscrit donc comme habituellement en mairie dans son école de secteur. Donc on reste voilà, dans l'école de secteur. Donc inscription en mairie, où il est toujours bien de préciser par rapport aux parents ou aux éventuels travailleurs sociaux qui accompagnent les familles, bien sûr de préciser son statut d'élève allophone. L'élève ensuite et la famille est accueillie par le directeur, la directrice d'école. Et comme vous avez dit tout à l'heure, l'accueil vraiment est un temps fort. Pour ces élèves allophones, ces familles, c'est vraiment, voilà, on insiste dans la circulaire, mais nous, quand on fait des formations de directeurs, directrices d'école, on revient sur ce temps d'accueil de la famille et de l'élève. L'idée sur le temps d'accueil, c'est vraiment de présenter, de donner des informations aux familles, présenter notamment les systèmes éducatifs, le système éducatif français. Il existe des outils du ministère sur EduSchool des bilingues et de présenter le système éducatif. Donc voilà, vous en avez parlé, tout ce qui est présentation de l'école, aussi de l'école, voilà, des particularités locales, des personnes qui interviennent dans l'école. Donc ça, c'est un temps important. Et puis, de recueillir des informations sur l'élève. L'information principale, effectivement, s'il était scolarisé avant dans son pays ou dans d'autres pays. Et c'est vrai c'est pareil, on alerte vraiment les directeurs, directrices d'école sur recueillir notamment dans quel pays l'enfant a été scolarisé avant. Ça, c'est vraiment très important parce qu'on a des parcours migratoires qui fait que parfois la langue, ce qu'on va appeler la langue de scolarisation intérieure, ne va pas être sa langue maternelle. Et ça, Excusez-moi. oui. Excusez-moi, Madame Jacques, il y avait juste une question. Alors on l'a déjà évoqué, mais Oui. à le redire, est-ce que l'accueil est assuré en français ou dans une autre langue? Comment ça se passe, etc. Peut-être préciser cet élément en particulier. Voilà. Alors, nous, sur Nancy-Metz, oui, enfin, en tout cas, là, premier degré, c'est oui, c'est en français. Alors, on invite toujours, c'est sûr que s'il y a, alors ça arrive parfois des membres de la famille, enfin, ça dépend les situations, les situations sont tellement variées, mais s'il y a des membres de la famille qui peuvent jouer un rôle de traducteur, bien sûr, et puis autrement, c'est vrai que c'est le conseil, souvent les directeurs, directrices d'école sont dépourvus par rapport à ça, hein. On fait jouer les moyens de traduction dont on dispose actuellement et qui sont quand même plutôt performants maintenant, les Google Traduction et DeepL et voilà. Et effectivement, on n'a pas, alors si c'est la question aussi, on n'a pas de traducteur, traductrice officielle rattachée au CASNAV. Voilà, ça, il n'y a pas. Après, en fonction des lieux, il peut y avoir, alors c'est vrai que des fois, dans le cadre des cités éducatives, je sais qu'on peut avoir aussi des référents traducteurs, traductrices. Ça, voilà, chaque directeur, directrice d'école en général est au fait, mais en règle générale, ça se passe en français. Peut-être juste préciser qu'effectivement, les cités éducatives de Strasbourg, effectivement, il y a un principe, un appui sur la maîtrise de la langue et la traduction en tant que telle, à la fois des documents et à la fois lors des entretiens, etc. Et comme on le disait tout à l'heure, sur Internet, sur le site EduSchool, il y a effectivement des documents en bilingue et oraux et écrits. Ce qui me paraît important de le dire. Voilà. Alors, c'est pas toutes les langues, mais quand même, il y en a beaucoup en tant que telles. Voilà, on a aussi des vidéos ONICEP qui sont pareilles à l'oral, enfin des petites vidéos, donc forcément images et orales en quelques langues. Alors oui, on n'a pas toujours toutes les langues, mais voilà, pour les parents non scripteurs, c'est vrai que ça peut être un gros souci. Il existe quelques documents oraux. Quand c'est possible, encore une fois, si on invite, oui, les accompagnateurs, les travailleurs sociaux à venir. Voilà, ça c'est vrai que c'est souvent
au niveau des directions d'école où ils sont souvent dépourvus par rapport à ça, voilà, en général, voilà, quand on prend le temps et quand les directeurs d'école sont informés avant, ils ont le temps de préparer justement cet accueil. C'est ce qu'on dit aussi, on prépare l'accueil, on fixe le rendez-vous pour quelques jours après, on prépare l'accueil pour essayer que ça se passe au mieux. Voilà, avec les outils, le CASNAV a son rôle à jouer là-dedans de fournir des outils. Donc par rapport, donc là on est à l'accueil, donc on prévient, donc dans le premier degré, on fait une affectation provisoire en classe d'âge. Hein, cet élève, en fonction de sa classe d'âge, il est d'âge CE2, on l'inscrit provisoirement en CE2. Alors tout ça, je parle pour une première scolarisation en France. Hein. Si l'élève est passé il y a 2 mois, était scolarisé 2 mois avant dans une autre académie, il arrive, il suit son parcours scolaire ordinaire. Là, on parle vraiment de premier accueil pour une première scolarisation en France. Une fois donc l'élève accueilli, inscrit, donc il va passer, il va aller dans sa classe d'affectation provisoire, hein, imaginons CE2, en classe ordinaire, hein, je reviens, ce qu'on appelle en classe ordinaire, nous, voilà, c'est des CP, CM2, qui ne sont pas un dispositif UPE2A, avec d'autres élèves francophones. Donc, il va passer des tests de positionnement pour évaluer son niveau de maîtrise du français, mais aussi en mathématiques et en compréhension écrite dans sa langue de scolarisation antérieure. Donc, même s'il vient, des cas, par exemple, du Maroc, mais scolarisé en Espagne avant, il va passer ses tests, par exemple, en espagnol, parce que c'est la langue de scolarisation antérieure. On va évaluer son niveau en mathématiques, hein, tous des tests qui sont disponibles là sur les réseaux Canopé, dont il y a les traductions, enfin, tout ça est bien fait. En mathématiques, pour voir s'il est lecteur, s'il a déjà été un peu scolarisé avant, s'il est lecteur. Ces tests dans le premier degré sont passés. Alors, soit dans le meilleur des cas, s'il y a un enseignant UPE2A, c'est l'enseignant UPE2A qui fait passer ces tests. Soit ça peut être des membres du RASED qui font passer les tests, ou soit c'est l'enseignant de la classe ordinaire qui fait passer ces tests à l'élève sur le temps scolaire. Hein, c'est sur le temps scolaire. Bon, les tests sont prévus pour être passés de manière assez autonome, mais souvent, c'est les enseignants de classe ordinaire qui font passer les tests. Donc, ils font passer les tests, voilà, sur plusieurs jours. On ne va pas faire tous les tests en 3 heures. Et puis, au bout d'1 à 2 semaines maximum, l'équipe éducative se réunit, les enseignants se réunissent, et en fonction des résultats de tests de positionnement, mais aussi de ce qu'ils ont pu observer pendant les premiers jours, on décide de l'affectation définitive. Donc ça peut être dans sa classe d'âge, hein, parce que le niveau en mathématiques et en lecture est assez proche de ce qui est attendu dans sa classe d'âge. Ou alors, et ça, là, on a vraiment une spécificité pour les ENA, une affectation, ce qu'on appelle N-1. Il est d'âge CE2, mais on va l'affecter en CE1. Donc on est bien, on le répète, hein, sur une affectation N-1, c'est pas un redoublement, un maintien, ou quelconque. C'est, voilà, à son arrivée, on peut décider de l'affecter parce qu'il est non-lecteur, parce que son niveau en maths, est plus faible, de le mettre en N-1. Donc ça, c'est vraiment, tout ça, c'est une décision au niveau de l'école. Là, vraiment, vous allez voir après, c'est différent dans le second degré, mais dans le premier degré, c'est vraiment une décision d'école, au niveau de l'école, une organisation à l'interne, et puis après, une fois que l'affectation définitive est prononcée, l'élève est scolarisé dans sa classe ordinaire avec un projet, puisqu'il fait partie des élèves à besoins particuliers, un projet personnalisé d'inclusion, qu'est-ce qu'on va faire pour lui? Un suivi UPE2A, on y revient après, si c'est possible dans le premier degré, s'il y a une UPE2A, pas forcément des UPE2A partout. Voilà. Je reviens sur une dernière chose et après je laisse la parole à Omar. Pour l'inscription en école de secteur, il y a aussi assez peu dans l'académie Nancy-Metz, mais peut-être dans d'autres académies. Parfois, des ENA ne sont pas forcément inscrits dans leurs écoles de secteur. Ça, c'est des politiques de ville où des ENA sont regroupés dans certaines écoles où il y a une UPE2A. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, là, vraiment sur le premier degré, on est sur, il faut se renseigner localement. En règle générale, c'est l'école de secteur, mais il peut y avoir un regroupement d'élèves
pour éviter que l'enseignant UPE2A, puisque dans le premier degré, on a des enseignants UPE2A qui sont mobiles, qui peuvent être itinérants, n'interviennent sur plein d'écoles pour quelques élèves. Parfois, les élèves sont regroupés dans une école qui n'est pas leur école de secteur. Voilà, moi, pour toutes les étapes de la scolarisation à l'école élémentaire. Merci. Donc, Du coup, on va avoir le second semestre, second degré, voilà. Voilà, alors je ne sais pas si... ouais, ça c'est relativement visible, hein. Je pense, oui. Ouais, très bien, parce que j'avais, moi, par contre, effectivement, il faut que je fasse un zoom, mais c'est vrai que je vais repartir de cet élément-là. Donc, pour compléter ce que Céline a proposé en termes de modalités d'affectation dans les établissements scolaires de notre académie, et de manière générale sur le territoire français, je vais donc préciser la manière dont les choses se mettent en place au sein du second degré. Alors, mais préalablement, je voudrais évoquer le fait que à l'issue d'un retour de l'établissement scolaire du BEF, bassin d'éducation de formation de l'Est-Mosellan, réaliser un vade-mecum qui reprend de manière assez précise les modalités d'affectation des élèves dans le second degré. Et c'est un vade-mecum qui est devenu une sorte de point d'appui pour le reste de l'académie. Donc ça me paraissait important de commencer par cet aspect-là, dans la mesure où ces chefs d'établissement scolaire nous ont fait un retour assez précis sur le manque de visibilité qu'ils avaient quant aux conditions de scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivants. Voilà. Donc, de la même manière que Céline l'a évoqué dans son préambule, les élèves sont accueillis de notre côté dans le second degré par le CIO, à travers une invitation faite, alors soit à la famille, soit à travers une initiative, je dirais, de la famille, de prendre rendez-vous auprès du CIO, du service du CIO, pour pouvoir procéder à une évaluation. Alors, une évaluation en famille, en français langue seconde, évidemment, et qui va déterminer ensuite un positionnement et une demande d'affectation qui sera transmise à la DS2N, qui, de son côté, va, au regard des recommandations et des possibilités d'affectation dans les établissements proches du lieu d'accueil de la famille, donc proposer une affectation dans un établissement scolaire. Alors, plusieurs choix vont se mettre en place. Le premier, c'est que si c'est un élève de moins de 16 ans et que à proximité de son domicile se trouve une IPE2A, il pourra bénéficier d'une affectation en IPE2A collège. Donc, parallèlement, si c'est un élève de plus de 16 ans, il pourra de son côté bénéficier d'une IPE2A lycée. Voilà. Troisième cas de figure, par contre, c'est que si dans la configuration territoriale de son environnement, il n'y a pas d'IPE2A, il sera automatiquement intégré en classe ordinaire, hein, que ce soit en lycée ou en collège, avec un accompagnement d'une part par le CASNAV, en fonction des retours de l'équipe pédagogique, et d'autre part à travers des HSE qui seront transmises à des enseignants qui ont une compétence particulière en français langue seconde pour s'occuper de ces élèves. Voilà, donc au niveau des modalités de scolarisation du IPE2A collège, il faut savoir que la modalité première de scolarisation est la classe ordinaire. Le dispositif IPE2A n'a qu'un intérêt d'appui, c'est-à-dire qu'il est là pour proposer 12 heures approximativement hebdomadaires en français langue seconde. Mais là, encore une fois, l'idée principale, c'est que l'élève est affecté dans sa classe ordinaire. Alors bien sûr, avec un décalage qui ne dépasse pas trop son âge de départ, qui a un décalage de plus de 2 ans. Ensuite, au niveau de la particularité concernant le lycée, c'est qu'il s'agit donc plutôt... Alors déjà, c'est pris en charge par la MDLS, c'est la mission de lutte contre le décrochage scolaire, et que c'est avant tout, contrairement au collège, un parcours qui est proposé pour redéfinir un projet scolaire. L'idée, c'est de voir dans quelle mesure ces élèves qui arrivent dans une IPE2A lycée puissent être en mesure de reprendre leur chemin d'apprentissage mis en place antérieurement, avec évidemment un apprentissage du français langue seconde et français langue de scolarisation, mais parallèlement également avec une intégration directe en classe ordinaire, à travers des disciplines
classiques tels que le français, l'histoire ou les langues vivantes et le sport. Et parallèlement, ces élèves-là ont le droit de bénéficier donc d'immersion. Alors, soit dans l'établissement scolaire dans lequel se trouve l'IPE2A, mais ils peuvent très bien bénéficier également d'immersion dans des établissements scolaires à proximité de leur lieu d'affectation pour finalement voir dans quelle mesure les filières scolaires et professionnelles sont en relation avec leurs projets ultérieurs. Voilà. Ces mêmes élèves... Il y a peut-être pardon, Pardon ? excusez-moi de vous couper. Il y avait une question en fait, il est posé la question: est-ce qu'il y a un 4e cas quand il n'y a pas de place, ni dans une classe, UPE2A, ni dans une classe ordinaire? Est-ce que, l'élève n'est pas scolarisé? Ou, comme vous l'évoquez, c'est la mission, scolaire ou un projet pédagogique qui est mis en place? Comment ça se passe? Alors, l'éclairage que je peux proposer, c'est le suivant. Alors, lorsqu'il s'agit d'élèves de plus de 16 ans et qu'effectivement, il y a une situation difficile, ou en tout cas incompatible avec la possibilité d'intégrer cet élève en UPE2A, du fait d'une surcharge finalement des effectifs ou d'une autre raison, l'élève est souvent orienté vers les missions locales. Mission locale. Alors, évidemment, il y a d'autres modalités. Je pense notamment à celle où l'élève arrive. Alors, on a eu un cas récemment où un élève a fait une demande d'affectation. Il s'agissait d'un mineur isolé. J'aurais pu préciser que on a également des profils de mineurs isolés qu'on pourra évoquer tout à l'heure à travers des échanges avec le reste des participants. Donc, certains élèves, notamment des mineurs isolés qui arrivent au fil de l'eau, comme vous l'évoquiez, sont amenés finalement à attendre l'année suivante, et notamment lorsque la demande a été faite relativement tard dans l'année scolaire. Donc, c'est une attente frustrante pour ces élèves et pour le CDE qui accompagne ces élèves. Et dans cette mesure-là, donc les accompagnateurs du CDE proposent des dispositifs spécifiques au sein de leur structure. Alors, il y a également, dans certains territoires, alors parallèlement aux missions locales, vous avez des associations comme par exemple dans le BEF Mosellan, alors je pense qu'elle se retrouve également ailleurs, c'est l'association Moisson Nouvelle qui s'occupe également de la prise en charge de ces élèves lorsqu'ils ne sont pas en mesure finalement de bénéficier d'un retour vers un parcours scolaire. Que vous évoquez, hein, c'est un sujet en tant que tel, hein. On sait qu'il y a un enjeu pour les enfants ou les élèves qui arrivent autour de 16 ans, qui posent comment les orienter, etc. Il y a quelqu'un qui posait la question effectivement, ou qui constatait que certaines missions locales refusent des enfants, des élèves de 16 ans s'ils sont pas en situation régulière. Alors je précise quand même que normalement, à 16 ans, la question se pose pas puisque c'est 18 ans. Donc, je suis un peu étonnée qu'effectivement, il y a quelqu'un qui dit en mission locale, l'accueil est prévu à partir de 16 ans et à ma connaissance, il n'y a pas de moyen de formation au FLE sur Strasbourg. Voilà, il y a la question du FLE dans les Alors, missions locales. Voilà. dans les missions locales de l'Est Moselle, encore une fois, il y a un dispositif FLE. Alors évidemment, qui n'est pas à la mesure de ce qui pourrait être finalement retrouvé en contexte scolaire, mais il n'en demeure pas moins que ça reste quand même un moyen finalement de former des élèves, ou en tout cas des jeunes, en attente de scolarisation, voire en attente de finaliser un projet professionnel. Par rapport ce qui pourrait peut-être être ajouté par rapport à la mission locale, il faut savoir que nous sommes sur le BF, enfin le bassin d'éducation et de formation de l'Est Mosellan, sur un ancrage territorial qui fait qu'il y a une sorte de liaison, ou en tout cas de réseau assez intéressant entre les différents partenaires qui prennent en charge des jeunes de plus de 16 ans, voire de moins de 16 ans. Donc, je pense notamment au milieu associatif. Je pense aux missions locales, mais il y a également au sein des mairies et d'autres associations partenaires systématiquement des possibilités de créer des modules qui créent des synergies entre les différents acteurs. Et donc, dans cette mesure-là, souvent, lorsque nous sommes amenés à ne pas être en mesure plutôt de proposer une réponse adéquate à un élève,
on peut de manière temporaire jouer sur des relais de partenaires au sein du territoire. Donc, je pense que Comme vous le disiez, c'est vraiment des contextes locaux, oui, dans les échanges, hein, la tension qu'il peut y avoir sur les missions locales aujourd'hui en tant que telles. Je rappelle aussi qu'il il y avait un dispositif qui est difficile à mettre en place avec le PIAL, qui permet en mission locale, hein, l'accompagnement. Alors je pense qu'effectivement, dans ce cas-là, on est strictement sur les publics primo-arrivants, donc avec un titre de séjour, et ils sont légalement sur le territoire. Donc, on voit bien qu'il y a un enjeu à la fois du système local, comment il fonctionne et comme vous le disiez, hein, c'est différent selon, les secteurs, les associations ou les structures qui interviennent et puis, des réalités, d'arrivée qui sont, et des profils différents. Donc, il y a peut-être quelque chose là, à une attention particulière à partir de 16 ans, à tout cas. En tout cas, merci beaucoup à Céline Jacques et à Omar Cassed. Du coup, pas tout de suite. Alors, je vais passer la parole à Marie-Pierre Clément, qui est enseignante UP2A premier degré, Académie de Reims. Bonjour à tous, je suis donc enseignante UPE2A sur l'Académie de Reims dans le département de la Haute-Marne et donc je travaille à mi-temps sur deux villes qui sont éloignées à 35 km l'une de l'autre, Chaumont et Langres. Et je vous le dis parce que en fait j'anime aussi et j'interviens sur le dispositif OEPRE dans ces deux villes. Précédemment, ça fait 8 ans que je suis sur le poste UPE2A et précédemment, c'est en lien avec la thématique d'aujourd'hui, j'ai été coordinatrice du REP de Chaumont pendant 8 ans. Voilà. Et donc là, je vais vous présenter alors rapidement le cadre de l'OEPRE, donc ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants. Rapidement, du coup, je vous fais un petit peu une présentation du dispositif. Et puis moi, je peux surtout témoigner de ce que je vis au quotidien dans les différents ateliers que j'anime. Donc, j'irai plutôt dans cette direction-là. Les objectifs de l'OEPRE, c'est 3 objectifs simples. L'apprentissage du français, une meilleure maîtrise de la langue. En deuxième objectif, c'est comprendre, connaître les valeurs, les principes, les usages de la République. Et puis, le troisième objectif de l'atelier, c'est connaître l'école française, comprendre son fonctionnement, les attentes de l'école vis-à-vis des élèves et des parents, afin de donner aux parents et aux élèves les moyens de suivre la scolarité et puis de s'intégrer et puis de faciliter la parentalité. Les enjeux, du coup, alors pour nous, particulièrement sur le terrain, c'est faire rentrer les parents dans l'école. Alors les parents, ils entrent bien sûr quand ils inscrivent et qu'ils viennent inscrire leurs enfants à l'école, que l'enfant est pris en charge en UPE2A, etc. Mais l'OEPRE, très largement, ça permet aux parents de venir et d'y rester et d'y être aussi un peu élève et étudiant. Et du coup, ça permet de faire vraiment un lien avec ce que vivent leurs enfants au sein de l'école. Donc, c'est faire entrer les parents et puis c'est aussi, bien sûr, et énormément, la communication, permettre la communication entre l'école et la famille. Un atelier au EPRE, c'est une formation qui est gratuite. C'est un groupe, alors sur le papier, c'est un groupe de 12 parents minimum. Le public, ce sont des parents d'enfants scolarisés. Le nombre d'heures par semaine doit se situer entre 2 et 4 heures, ce qui veut dire que c'est une proposition qui va entre 60 et 120 heures d'ateliers par an. 3 inscriptions possibles. 2 ou 3 inscriptions possibles. Parfois, les modalités évoluent d'une année sur l'autre. Ça veut dire que les parents peuvent rester 1 an, 2 ans, revenir une 3e fois. Bon, ça, on verra comment ça se passe dans la pratique. En général, les cours ont lieu dans un établissement du second degré ou dans une école. Et puis, ils sont assurés par des professeurs de l'éducation nationale ou des personnels associatifs.
Voilà, la mise en place d'un atelier se fait dans un gros partenariat. En général, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu systématiquement. Une demande est faite au CASNAV par une école ou un établissement, donc IEN, chef d'établissement, Corps-d'OREP. Et ensuite, il y a des structures comme le GIP FSC, Groupement d'intérêt public, qui est le directeur financier, qui finance qui rémunère les intervenants. Il y a bien sûr l'OFI, la DRITS et la DGESCO qui sont aussi partenaires au moment de la mise en place. Le public, c'est donc des parents d'enfants scolarisés. Vous n'hésitez pas à me couper si besoin est. Des parents étrangers allophones, donc qui peuvent être primo-arrivants en situation régulière, bénéficiaires de la protection internationale, ayant signé un CAI ou un CIR, demandeurs d'asile ou tout autre parent allophone. Et moi, j'ai aussi beaucoup d'autres parents allophones aussi qui sont inscrits et qui demandent à venir dans les ateliers. Voilà. Il y a un pilotage académique et national sur lequel je ne vais pas m'étendre maintenant. Voilà en gros la présentation. Alors maintenant, comment ça se passe et comment ça s'est passé sur Chaumont et Langres. Le dispositif OEPRE existe sur Chaumont depuis 10 ans. Il existe seulement depuis 4 ou 5 ans sur Langres. En fait, à Chaumont, j'étais donc coordinatrice du REP de Chaumont et suite à une journée sur la lutte contre l'illettrisme, ce dispositif m'a été présenté. Et du coup, en partenariat avec mon IEN et le principal du collège, c'est vrai que ça m'a fait tilt et je me suis dit, mais on en a tellement besoin à Chaumont. Donc, on a mis en place ce dispositif. Donc, on a fait une demande au CASNAV, on a rempli un dossier et demandé à avoir cette possibilité de mettre en place le dispositif sur Chaumont qui nous a été accordé. Et à la suite de ça, la mise en place s'est faite en réfléchissant à notre projet local, en définissant des créneaux horaires, des lieux pour les ateliers et puis une équipe. C'est important parce qu'en fait, tout ça a une incidence sur ce qui se passe. Les lieux donc c'est pareil sur Langres, les lieux dans lesquels ont lieu les ateliers sont le collège et à un autre moment une école primaire. Et cette année sur Langres, il y a même un atelier qui est complètement délocalisé à la maison de quartier. L'équipe sur Chaumont, il y a 10 ans, je travaillais déjà avec les familles allophones et le CADA, entre autres, dans le cadre d'un dispositif qui s'appelait l'école comment ça marche. Et du coup, on a sollicité, moi j'ai demandé à intervenir sur le dispositif, ça m'intéressait. On a sollicité une enseignante d'italien et UPE2A du second degré. Et on a sollicité aussi une intervenante sociale travaillant au CADA qui donnait auparavant des cours de français quand il y avait des cours de français au sein des CADA et qui animait un réseau de bénévoles au niveau du CADA. Donc, on a formé ce trio premier, second degré et association. Et en fait, 10 ans après, on n'a pas changé, on a toujours le même trio parce que ça marche bien et que c'est vraiment super intéressant, sachant qu'au départ, on est vraiment parti de pas grand-chose et qu'on a expérimenté au fur et à mesure des années des pratiques pédagogiques différentes, des groupes différents, des animations différentes, des animations aussi un peu exceptionnelles dans le cadre de nos ateliers. Je vais essayer de vous les présenter rapidement. Voilà, donc le lieu, l'équipe et puis le nombre d'ateliers. Alors, globalement, sur Chaumont, on a 3 ateliers. Un atelier qui est en journée. Ah oui, et puis bien sûr, les créneaux horaires aussi qui sont importants. Donc, on a un atelier un matin de la semaine, donc cette année, on va dire le lundi matin, au collège avec un seul groupe. Donc là, c'est plutôt un très gros groupe, très hétérogène. Qui vient au collège La Rochotte, qui est le collège qui est le support
de nos ateliers. Et ensuite, on a une séance le soir, enfin 2 ateliers sur une séance le soir. Et là, on a la possibilité, comme on a beaucoup de parents, de faire un peu, pas des groupes de niveau, mais avoir un groupe débutant et un groupe de parents qui sont un peu plus avancés dans la langue française, qui nous permet quand même de travailler différemment et de façon intéressante aussi. Sur Langres, c'est la même chose. Il y a 4 ateliers. En fait, il y en a un par jour, matin ou après-midi, au collège, à la maison de quartier. Et puis, un le soir qui est dans une école primaire. Voilà. Moi, j'interviens, étant donné que je suis en UPE2A toute la journée, j'interviens uniquement le soir sur les groupes du soir. Voilà. Globalement, les contenus peut-être, les contenus enseignés ou les contenus partagés, je vais dire plutôt, sont bien sûr donc l'apprentissage de la langue, de façon, je vais dire très exhaustive, pouvoir parler, pouvoir comprendre, pouvoir parler, pouvoir lire et écrire. Hein. Donc ça, c'est les 4 domaines systématiquement abordés, acquérir aussi du lexique. Maintenant, l'OEPRE, c'est aussi, tous les apprentissages de la langue se font avec comme thématique des thématiques de l'école. Donc l'idée, c'est que les parents puissent être à l'aise et se retrouver au niveau de connaître les locaux de l'école, connaître les intervenants, les professeurs, leurs fonctions, le personnel administratif dans les collèges, connaître le lexique du matériel scolaire, comprendre ce que c'est qu'une coopérative scolaire à l'école primaire, pourquoi on demande 12 €, 15 €, à quoi ça sert, etc. Ça va être aussi, par exemple, parler des séjours qui peuvent avoir lieu dans le cadre d'une scolarité d'un élève, le déroulement d'une journée à l'école, les apprentissages scolaires, le travail à la maison, la participation possible à la vie de l'école, rencontrer les professeurs, comprendre, poser des questions, comprendre ce que va nous dire le professeur par rapport à notre enfant. Connaître les dispositifs d'aide, de remédiation. Bref, c'est large. C'est rare qu'on réussisse vraiment à tout faire. C'est une des difficultés. On va aussi, nous, dans le cadre de l'OPRE, parler de ce qui fait la vie de l'élève. Parce que ça nous paraît important et les parents ont besoin de cette information. Ils sont toujours très intéressés. Quand on leur parle voilà, de l'accompagnement à la scolarité, de l'aide aux devoirs, des dispositifs tels que le CLAS, du coup, et le PRE. Voilà, parler des centres de loisirs, des possibilités qu'ont les enfants de pratiquer le français dans leur vie d'élève et qui est très complémentaire pour la maîtrise du français pour eux. Voilà, on va aborder aussi le thème de la santé, de l'hygiène, l'alimentation. Et puis, ça, c'est plutôt au départ. Mais par exemple, sur Langres, on a un créneau qui est réservé pour cette thématique qui est les valeurs, la laïcité, l'accès à tous, etc. Il y avait juste une petite question, excusez-moi Oui, de vous déranger, Madame Clément. je vous en Il y a prie. une question qui était posée sur l'horaire le soir. C'est à quel horaire, hein, en fait, du coup, que vous proposez? Alors, pendant des années, sur Chaumont, on a choisi de mettre cet horaire de 18 heures. Alors, au départ, c'était 18h, 19h. Et puis ensuite, on a vu qu'une heure, c'est vraiment trop court. Donc, on a fait 18h, 19h30. Ça marche très, très bien. Mais ça fait 18 ans qu'on a des journées qui commencent à 8 heures et qui finissent à 20 heures, du coup, au moins une fois par semaine. Et cette année, on s'est dit, on teste 17 heures, 18h30. Ici, l'école termine à 16h15 pour les enfants de primaire. Ça laisse le temps aux parents de venir chercher leurs enfants, de les ramener à la maison et puis de venir en atelier après. Et en fait, ça marche bien. Ça marche bien. Donc voilà, on modifiera peut-être une demi-heure, mais c'était un peu la condition pour qu'on continue parce que c'est vrai que faut aussi, c'est un investissement personnel hein, de faire vivre et de s'investir dans ce dispositif. À la fois personnellement, en tant qu'enseignante UPE2A,
Je me dis des fois qu'il faudrait que j'arrête, mais je ne peux pas, en fait. C'est tellement complémentaire du travail que je fais avec les élèves au quotidien, de connaître leurs parents, de connaître la famille, voilà, de créer un lien avec ses familles, avec ses parents, permet vraiment d'avoir un suivi de la scolarité et des échanges et une communication avec les parents au quotidien par rapport à la scolarité de l'enfant qui est génial. Voilà. Moi, j'ai aucun problème. Je communique avec tous les parents de mes élèves. On se joint. Alors, j'utilise WhatsApp. J'aimerais utiliser un autre réseau, mais malheureusement, c'est le seul que j'ai trouvé qui fait que j'envoie un message. Les parents peuvent le traduire s'ils ne le comprennent pas. Ils peuvent me répondre. Et donc, c'est un moyen d'être en contact dès que nécessaire avec les parents et ça fonctionne vraiment très bien. Et ce lien entre le fait de donner des cours à des parents et de donner des cours à leurs enfants, c'est vraiment une dynamique familiale qui est super intéressante. Voilà, j'ai la chance en fait du coup d'avoir la confiance des parents et ma collègue du second degré c'est la même chose hein. Et régulièrement moi dans ma classe UPE2A par exemple dernièrement j'ai organisé un petit déjeuner pour parler de l'alimentation et vivre quelque chose avec les parents. On a invité les parents et tous les parents viennent et en fait les parents se parlent entre eux et des parents que je n'avais jamais vus ni en cours, ni à peine à l'accueil des familles, parce que vraiment des parents très, très éloignés de nous, en fait. Ces parents sont venus au petit déjeuner et ils sont repartis enchantés. Et la semaine suivante, j'avais des jeunes filles de 16-17 ans non scolarisées qui étaient en France dans leur maison depuis, je vous cite cet exemple parce que je le trouve quand même très important et réel. Voilà, la semaine suivante, donc des parents que je n'avais jamais vus m'ont envoyé pour l'OEPRE leur fille de 16-17 ans, donc enfermés dans leurs appartements depuis 2 ans, qui ne parlaient pas un mot de français et qui n'étaient pas scolarisés. Et voilà, elles m'ont demandé, mais est-ce qu'on peut venir, s'il vous plaît? Bon, voilà. Donc ensuite, ben, moi, je travaille avec les CADA, donc on fait du lien après au niveau des familles aussi. Parce que bah, du coup, ça nous arrive de détecter voilà, des choses qui nous paraissent importantes à faire évoluer si c'est possible. Voilà. Alors, Donc ça, il y avait c'est une tout. question, excusez-moi, je vous embête encore. Il y a une Ah petite non, question. non. Comment se passent les inscriptions? Heu, alors vous avez évoqué comment, se passe, la mise en place d'un OEPRE parce que, vous avez quand même montré que c'est une dynamique que vous avez construit aussi, hein, donc vous Oui, me tout à fait. je reviens sur l'enjeu du système local, en tant que tel, hein, et de ce que vous avez monté. Effectivement, il y a une question sur, comment, les parents s'inscrivent. Est-ce que, c'est une entrée, permanente, ou, des groupes, au fur et à mesure? Comment ça se passe? Alors, on fonctionne pas de la même façon sur Chaumont et Langres. Alors, Langres, c'est un dispositif plus récent, donc on construit encore. On construit encore. Sur Chaumont, on a vraiment beaucoup l'habitude de travailler ensemble, donc c'est un peu différent. À Chaumont, alors et puis à Chaumont, on a. Alors maintenant, je travaille beaucoup aussi à Langres avec les dispositifs d'accueil hein, des demandeurs d'asile, des publics allophones. Mais en tout cas, sur Chaumont, on a l'habitude depuis toujours de faire une réunion d'information pour commencer l'année. On invite tous les parents et on invite aussi les partenaires. Et puis donc comme dans notre équipe d'enseignants, il y a une personne du CADA, ben voilà, elle fait entre guillemets la pub. Et donc le jour de la réunion d'information, on a toujours, des fois ça nous arrive de prendre l'amphi du collège parce qu'on a vraiment beaucoup de monde. En moyenne sur Chaumont, on voit chaque année 40 ou 50 parents. Alors, donc, il y a une réunion d'information, on a une fiche d'inscription donnée par le CASNAV qu'on fait remplir aux parents, et puis ensuite, on leur donne aussi un planning des ateliers sur le premier trimestre, on leur donne les informations nécessaires. Ça, c'est un premier temps d'inscription. Ensuite, durant toute l'année, et surtout au premier trimestre, on a des parents qui arrivent
toujours, en début de cours, des nouveaux parents. J'en ai encore eu un la semaine dernière à Langres, alors qu'on est on est au mois de juin. Donc, en fait, oui, on a des parents qui nous sollicitent pour venir et pour venir participer. Nous, nos équipes, hein, on a pris pour principe d'accueillir et de ne jamais refuser. On explique en début d'année que notre priorité, parce qu'il ne faudrait pas que le groupe soit trop énorme pour qu'on puisse quand même avoir un travail de qualité. Donc, en priorité, on accueille les nouveaux arrivants ne parlant pas français et bien sûr étant parents d'enfants scolarisés. Dans un deuxième temps, on accueille les parents de jeunes enfants qui vont être scolarisés parce qu'on trouve que c'est intéressant de leur donner l'information en amont et de les mettre à l'aise avec l'école en amont. Et dans un troisième temps, s'il y a de la place, on accepte que des personnes qui sont déjà venues continuent à venir. Voilà. Globalement, nous, vraiment notre cheval de bataille, c'est l'accueil et c'est permettre à ces personnes de comprendre les codes, de se connaître entre eux. Il y a aussi une chose importante, c'est la dimension dynamique de groupe. Les parents sont quand même, d'une façon générale, les familles arrivant, même si elles sont accompagnées, même s'il y a beaucoup de personnes qui essaient de faire au mieux pour elles, moi, je constate que dans leur quotidien, elles sont très isolées. Les gens ont vécu souvent alors, il y a quelques personnes qui ne sont pas issues de la demande d'asile, mais il y a beaucoup de personnes qui sont issues d'un exil. Et ce sont des personnes qui sont vraiment dans des situations compliquées, qui ne parlent pas, qui ne comprennent pas, qui sont vraiment hyper stressées par le fait de ne pas pouvoir communiquer comme elles le souhaitent, qui ne comprennent pas souvent nos codes, voilà, nos fonctionnements, qui se trouvent face à des exigences administratives qui sont compliquées pour eux. Les enfants prennent vite la maîtrise par rapport à eux. C'est très difficile aussi pour eux de continuer à éduquer leurs enfants, plus les différences de culture, etc. Donc, nous, on se place vraiment en accueil, c'est-à-dire qu'on a conscience de tout ça et on essaie de passer déjà des bons moments avec les parents aussi, qu'il y ait une forme de convivialité et de leur apporter le maximum d'informations en essayant d'être le plus adapté aussi d'adapter ce qu'on fait à leurs besoins. Voilà, je voulais juste dire par rapport à encore une petite chose, cette façon de faire nous permet, par exemple, si on revient sur les élèves, puisque c'est quand même la réussite des élèves aussi, hein, qu'on souhaite, ça nous permet d'avoir un impact sur l'accompagnement des familles aussi, quand les élèves ont besoin d'être pris en charge au niveau de l'aide aux devoirs. Moi, j'arrête pas d'encourager les parents. Je leur dis toujours qu'au moment des vacances, il faut que les enfants aillent au centre de loisirs, qu'ils s'inscrivent dans un club, qu'ils fassent du sport, parce que c'est vraiment le moyen de les intégrer. Enfin, c'est vraiment un bon levier. Et puis, dans nos ateliers, c'est la dernière chose que je peux dire comme ça de façon un peu monologue. Dans nos ateliers, on essaie de faire venir des intervenants extérieurs. En début d'année, on a toujours un cours, un atelier qui est un atelier de pratique orale, qui est de téléphoner au collège ou téléphoner à l'école pour dire qu'on va être absent au cours. Et puis ensuite pour dire que un enfant est absent au cours. Donc c'est vraiment un atelier oral. Et là, à ce moment-là, par exemple, on fait venir la personne qui est à l'accueil et qui répond au téléphone au collège. Et on fait des simulations, des jeux de rôle avec cette personne. Au moment où on parle de l'alimentation, de la santé, on fait venir l'infirmière du collège. Au moment de l'orientation, à partir du mois de mars, on fait venir la psychologue scolaire qui parle de l'orientation. Alors, ça se fait là plutôt au collège. Voilà. De même, on essaie au moins 1 ou 2 fois par an de faire une sortie culturelle, par exemple, avec les parents. C'est une façon leur faire connaître aussi nos pratiques culturelles, connaître les codes quand on va au théâtre, des choses comme ça. Et cette année, sur Chaumont, on a mis en place une séance par période qu'on appelle partage-papotage.
Donc là, on invite des personnes comme toutes les personnes qui m'écoutent en ce moment et toutes les personnes volontaires, donc l'équipe enseignante dans lesquelles les cours ont lieu, des personnes intéressées pour partager. Et en fait, on essaie aussi de sensibiliser les parents au fait que le cours ne suffira pas pour parler, parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne viennent qu'au cours et qui pratiquent peu le français en fait dans leur Mmh. quotidien et qu'il faut vraiment oser communiquer, partager avec d'autres personnes, qu'il y a plein de personnes qui sont aussi prêtes à partager et à discuter, et qu'on peut aussi s'adapter à quelqu'un qui ne parle pas très bien français. Et donc, en fait, c'est des séances avec une thématique, et on a des petits groupes de 2, 3 parents avec une ou deux personnes, et ça discute. Et l'objectif, c'est vraiment que les gens puissent parler d'eux, discuter, se connaître, créer des liens. Voilà. En Donc, gros, merci beaucoup, pour ce témoignage et le travail, mené depuis des années. Voilà et je vous remercie à tous.